La Fashion Week a-t-elle été aussi historique que prévu? Je parle de la Fashion Week printemps-été 2026 qui a eu lieu tout le mois de septembre, qui s'est achevée il y a 2 semaines avec Paris, là où on attendait beaucoup de nouveautés, puisqu'il y a plein de maisons qui ont nommé des nouveaux directeurs artistiques, directeurs, directrices en très très grande minorité à leur tête, et tous les médias ont titré que c'était la Fashion Week du siècle, que cette Fashion Week a changé la face de la mode, etc., etc. Mais est-ce vraiment le cas? Le truc qui a le plus changé durant cette Fashion Week, c'est la manière dont elle a été relayée et commentée. En fait, c'est la première fois qu'il y a eu un engouement aussi grand autour d'une Fashion Week. Alors certes, elle était très attendue, mais quand même, je pense que vous, même si vous n'êtes pas passionné de mode, vous avez forcément vu des commentateurs ou des commentatrices vous raconter ce qu'ils ont pensé de tel et tel défilé. Moi, je trouve ça très bien parce que ça veut dire déjà que la mode se démocratise, et ça, on l'a vu aussi grâce aux watch parties de Lias. C'est un influenceur fashion qui bosse dans la mode aussi, je sais pas ce qu'il fait exactement, mais il a inventé ce concept des watch parties. En gros, il organise dans un bar une soirée pour qu'on puisse regarder tous et toutes ensemble le défilé. Moi, j'ai pas pu y aller parce que j'ai beaucoup bossé pour la Fashion Week, donc j'étais sous l'eau. J'aurais adoré y assister. J'ai une pote qui m'a dit qu'elle avait essayé d'y aller pour le défilé Chanel, sauf qu'il y avait trop de monde, donc elle s'est barrée. Mais en tout cas, ouais, c'est une super initiative de l'IAS. Je trouve qu'il a été très smart dans la manière qu'il a eu de vendre le projet. Il a fait un parallèle assez smart entre la Coupe du Monde de foot pour les 6-7 hommes et la Fashion Week, en fait, qui est un peu notre moment à nous. On manque de moments de convivialité. La mode, c'est un spectacle qui mérite qu'on le regarde à plusieurs, en communauté, etc. Donc bravo Lias. C'est vrai que ça a participé à démocratiser vraiment la fashion pendant cette Fashion Week. Mais elle s'est aussi beaucoup regardée à travers les réseaux sociaux, c'est ce que je disais. Alors évidemment, vu que ça se multiplie, on trouve de tout dans ces fashion commentators. Et on trouve pas que du bon. C'est Kemaïs Ben Lagdar, qui est un chercheur sur la fashion, qui en a parlé en story. Il a parlé d'une nana, je me rappelle plus de son nom et j'arrive pas à la retrouver. Elle a fait une vidéo qui a assez buzzé sur le défilé Chanel, parce que c'est une ancienne couturière Chanel apparemment, justement. Donc elle assoit un peu sa légitimité dans son discours autour de ça. Mais en réalité, cette vidéo, elle nous dit rien. Elle ne fait que répéter que les silhouettes ne sont pas saillantes. Depuis quand un vêtement doit-il être saillant? Depuis quand un vêtement doit-il absolument mettre en valeur le corps des femmes? Ça n'est absolument pas un argument constructif pour critiquer un défilé de mode. Cela dit, il faut faire très attention à ne pas être élitiste. Moi, je suis quand même vraiment contente qu'on puisse voir les gens s'approprier les défilés. En fait, c'est ce que je disais, mais moi, mon rêve, in fine, c'est que on puisse étudier des défilés au collège ou au lycée en histoire des arts. Donc je trouve ça génial que les jeunes personnes qui ne font pas partie de ce milieu se l'approprient quelque part et disent leur avis. Un avis, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a le mérite d'exister. Simplement, je trouve que parfois, ça manque beaucoup de recul critique. C'est toute l'entreprise du travail du critique, en fait, c'est de recontextualiser, de remettre le défilé dans une portée historique, dans qu'est-ce que ça veut dire pour l'histoire de la mode, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment T de faire revêtir ce genre de vêtements à des mannequins. Ça s'inscrit dans une histoire, ça s'inscrit aussi dans un climat politique qui était loin d'être neutre au mois de septembre à Paris, puisque nous n'avons pas eu de gouvernement pendant quand même presque une semaine. Le problème, quand on prend pas le temps de raconter un défilé de mode, quand on prend pas le recul nécessaire, et le recul, je suis désolée, mais implique du temps. On peut pas faire une bonne critique 2 heures après le défilé. On peut faire du buzz, mais on peut pas faire une bonne critique. Le problème, c'est qu'on va complètement saboter parfois le travail de quelqu'un. Par exemple, le défilé Alaya par Peter Mulier, que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai adoré ce défilé, je l'ai trouvé très très beau, je l'ai trouvé très calme, ce qui fait du bien dans une période de Fashion Week. Et il y a des looks qui ont été complètement mal compris. Et il y a des personnes qui ont pris ce look, qui l'ont complètement sorti du contexte des 46 looks à côté desquels il défilait,
pour dire que voilà, c'est quand même fou, ces créateurs de mode qui astreignent et contraignent le corps des femmes. C'est la critique un peu facile, qui peut exister, pardon, qui a le mérite d'exister, mais qui ne dit rien du défilé et qui omet complètement tout le geste que Peter a voulu retranscrire à travers ce défilé. En fait, Peter, il a voulu faire des vêtements qui pleurent. C'est son mot à lui. Il a voulu penser ses vêtements comme des cocons, littéralement. Ah, tout de suite, on comprend mieux cette silhouette. Des vêtements dans lesquels se lever contre les restes du monde. Des vêtements comme un dernier recours face à la brutalité du monde, comme un endroit où se protéger, un abri. Tout a l'air doux. Il y a beaucoup de soie tricotée, des mailles, pas de couture, des vêtements qui ont l'air de s'enfiler, de s'enlever, l'air de rien. Quelque chose, comme je l'ai dit, de très doux, qui sert de rempart contre l'extérieur, en fait. Et ça, si on isole ce look et qu'on ne parle pas de ce qu'a voulu faire le designer, c'est problématique parce qu'on passe à côté et qu'on ne retranscrit qu'une seule réalité d'un vêtement. Mais un vêtement, c'est polymorphe, guys. Moi, ce défilé à l'Aïa, je l'ai plutôt compris comme ça, en fait, comme un endroit où trouver de la sécurité, le vêtement, du réconfort. Et ça, je trouve ça très beau et je trouve que c'est aussi très nécessaire à ce moment-là, en fait, de l'histoire et de comment va le monde, quoi. Je trouve que c'est une réponse assez poétique à ce contexte. Alors évidemment, le fait qu'il y ait de plus en plus de commentateurs de mode qui sortent de je ne sais où grâce à Internet, et bah ça fait chier les journalistes traditionnels, en tout cas certains, et ça fait aussi chier certains designers. Et ça, c'est dans un article du Monde que je l'ai capté, parce que le Monde retranscrit le propos de Edward Buchanan, qui est un designer américain, il me semble, que je connais pas, mais en tout cas qui a très peur de ce nouveau phénomène. Il dit « J'ai lu ces derniers jours des commentaires vraiment odieux sur le travail de nombreux créateurs. Les critiques de défilés faites de son lit à partir de photos ou de live sur les réseaux sociaux sont une façon bien dangereuse de juger le travail des créateurs. Rien, jamais ne remplacera l'expérience physique du show. Être là, voir, sentir, toucher la matière. Apportons un peu d'intelligence critique à la discussion, sinon ce n'est qu'un festival de trolls. » Alors je suis d'accord qu'il faut apporter une distance critique et des outils intellectuels pour pouvoir vraiment comprendre ce que veut dire la mode, ça c'est évident, et certains commentateurs et commentatrices passent à côté. En revanche, ce que trahit ce commentaire, c'est vraiment la parole d'un vieux con qui a peur pour sa place et pour son cul, quoi. Je veux dire, ne faites pas de live si vous ne voulez pas que les gens les commentent et les critiquent. Arrêtez de communiquer sur les réseaux sociaux si c'est ça votre peur. Moi, au contraire, je trouve qu'assister au défilé, en tant que critique de mode, ça peut complètement compromettre la distance qu'il est nécessaire d'avoir pour commenter ce défilé. Parce qu'à partir du moment où on connaît les gens qui le font, on est investi, c'est plus difficile du coup de pouvoir critiquer en toute liberté, surtout si on a envie d'être invité à la saison d'après, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un grand paradoxe qui se révèle lors de cette Fashion Week, c'est que certes, il y a de plus en plus de monde pour critiquer la mode et pour en parler et la relayer sur les réseaux sociaux, il n'empêche que ce monde, c'est essentiellement un monde masculin. Et ça, c'est Saveria Mendala, qui est une chercheuse qui fait une thèse à l'EHESS et qui ici écrit plein d'articles de mode. Elle a une newsletter sur Substack qui est très cool et justement, elle en parle dans un article sur son Substack. Elle parle du fait qu'il y a une prolifération des commentateurs et des critiques de mode et que ce sont surtout les profils masculins, en fait, qui sortent du lot, qui deviennent viraux, qui sont invités sur les plateaux télé, sur les plateaux radio, etc. Et ça, c'est un vrai, vrai problème. Parce que si on parle beaucoup du fait que la plupart des designers aux rênes de grandes maisons sont des hommes, il faut aussi parler du fait que les gens, pour la relayer, la commenter, la critiquer, sont aussi des hommes. Et donc, on assiste à quoi, concrètement? On assiste à une mode qui est quand même faite pour les femmes, mais qui est conçue et pensée par des hommes, commentée par d'autres hommes, qui disent aux femmes quoi en penser. Lunaire, non? Je trouve ça quand même assez désolant. Je pense qu'il faut faire très attention, surtout vu le contexte politique. Encore une fois,
Il faut ancrer tout ça dans un contexte politique, avec une montée quand même des conservatismes partout, avec quand même des figures hyper traditionnelles qui percent sur les réseaux sociaux et qui tiennent bon. Hein, la tradwife, la clean girl, ça a beau vous saouler de réentendre et réentendre tout ça, elles tiennent bon, elles existent toujours. Et elles sont majoritaires. Donc dans ce contexte-là, mais il ne faut pas donner le travail de commentateur, le travail de critique qu'à des hommes. Il ne faut pas tendre le micro qu'à des hommes, de la même manière qu'il ne faut évidemment pas donner le travail de création qu'à des hommes. Ça me semble évident, mais je le redis quand même. En tout cas, on assiste quand même à un moment dans la mode où ça redevient le fait des mecs, quoi. Et ça me plaît pas du tout. Et ça me plaît pas du tout parce que, évidemment, qu'est-ce que ça donne? Ça donne du caca. Le corps féminin est un éternel terrain de domination. Je dis pas que les créateurs, là, dont je vais parler individuellement, ont voulu dominer les femmes à travers leur création. Non, je pense juste qu'il y a une telle absence d'information sur l'histoire des femmes, une telle incompréhension sur qui elles sont aujourd'hui, post-MeToo et tout, qu'on en revient à des défilés complètement ubuesques, que je ne comprends pas du tout. Déjà, d'abord, le point principal, c'est le retour à la maigreur. Enfin, le retour à la maigreur. Voilà, je fais ce que j'ai envie de critiquer, parce que moi, ça m'énerve. Il y a tout un paquet de gens sur les réseaux sociaux qui parlent du retour à la maigreur. La maigreur n'a jamais quitté les podiums, guys. La maigreur n'a jamais quitté les magazines. La maigreur n'a jamais quitté la mode. Il fut un temps, il y a 5-6 ans, où s'il était un petit peu trendy, un petit peu fashion, de mettre quelques mannequins plus size, ça et là. Il faut dire, quand on parle de maigreur sur les podiums, qu'elle n'est pas de retour, que simplement le mouvement body positive qui a fleuri dans les années 2016, 2018, 2019, ça n'était qu'un hack marketing néolibéral qui a fait son temps maintenant, qui ne rapporte plus tant maintenant, et qui donc est laissé pour compte. Et nous arrivons, je pense, vraiment, j'ai vraiment ce sentiment, je le sens vraiment, aux limites des limites des limites du féminisme à la Beyoncé. Ça y est, on n'a plus besoin de faire semblant, on n'a plus besoin d'utiliser des rhétoriques féministes pour faire vendre. Du coup, on va juste s'inscrire dans une forme de misogynie. Direct et assumé. Mais le message est le même, depuis toujours le message est le même. Et moi, ça m'a vraiment sorti de certains shows. Par exemple, le défilé Valentino, le premier défilé de Alessandro Michele pour Valentino, que j'ai par ailleurs assez aimé et dont on va reparler, je l'ai trouvé très beau. Mais en fait, avec ce jeu de lumière et ce jeu d'ombre, ça met encore plus l'emphase sur l'ossature des mannequins. Les os ressortent encore plus, et du coup, je n'arrive pas à me projeter. Quelque part, le défilé Dior, c'est un peu pareil. J'ai trouvé que les mannequins étaient tellement minces et dans une lumière tellement nette, une lumière un peu néon dans ce préfabriqué très gris, que j'avais juste l'impression d'observer des adolescentes anorexiques. Désolée de le dire comme tel, et ce n'est pas une critique sur les mannequins directement, parce qu'elles n'y sont pour rien, évidemment. Toutes les mannequins ne sont pas anorexiques, les mannequins ne sont pas adolescentes, mais les mannequins sont des femmes très jeunes et très minces, qui sont pressurisées par un système et par leurs agences pour perdre du poids. Si vous pensez encore l'inverse, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Moi, ça me sort complètement en fait d'un défilé. Hein. Je ne vois plus que leur corps. Je n'arrive même plus à voir les vêtements. Et c'est vraiment dommage. Parce que des fois, les vêtements sont très beaux et nous racontent quelque chose, mais je n'arrive pas à entendre ce qu'ils nous racontent parce que les mannequins sont trop maigres. Ça m'énerve. En dehors de la maigreur des mannequins, ce que j'observe pendant cette Fashion Week, c'est quand même le fait que les créateurs hommes ne savent pas ou plus quoi penser des femmes. Il y a vraiment une incompréhension sur qui sont les femmes à qui ils doivent s'adresser. C'est comme s'ils oubliaient parfois qu'ils habillaient ou du moins faisaient rêver des êtres de chair, quoi. Et ça, pour moi, ça trahit une totale incompréhension des enjeux contemporains féminins, en fait, de la complexité, de toute l'ambiguïté du sujet féminin face aux problématiques de mode, face à la beauté. Je pense que les femmes aujourd'hui ont des postures hyper ambiguës vis-à-vis de ça après MeToo. Et j'ai l'impression que les créateurs ne savent pas quoi en faire de cette ambiguïté, ne la comprennent pas. Et c'est normal parce que c'est très compliqué. Et en plus, s'ajoute à ça, je pense, une espèce de dissonance qui est que leurs clientes sont sûrement
des femmes d'un certain âge, grandes bourgeoises, dans un contexte de montée du fascisme, de conservatisme, je sens qu'il y a une gêne, quoi. Il y a une fracture de les créateurs ne savent plus à qui ils s'adressent, ce que désirent, ressentent leurs clientes, mais aussi les jeunes femmes qui ne sont pas forcément leurs clientes, mais qu'ils doivent faire rêver pour que l'image de la marque puisse perdurer. Il y a une espèce de fracture qui nous donne, en résultat, des défilés étonnants. Chez Courrèges, eh ben, on voile les femmes, on enlève leur visage tout simplement, mais par contre on monte leurs cuisses, hein, elles portent des mini-jupes. On parle quand même de Courrèges. Chez Margiela, on leur coud la bouche. Alors certes, les mannequins hommes avaient aussi la bouche cousue pour que ça ressemble à l'étiquette de Martin Margiela, les 4 points blancs. Mais bon, porté par une femme, c'est quand même, ça veut dire quelque chose, quoi. Chez Thom Browne, eh ben, on a des femmes aliens. C'est assez surprenant à quel point le corps féminin, parfois, est dématérialisé, quoi, je trouve, au profit d'une créativité, d'un génie artistique. Encore une fois, c'est ça. Et c'est pour ça que ça me gêne, le geste de Glenn Martens chez Margiela. Il a pourtant dit que ces bouches étiquettes, elles ont été pensées par lui comme étant des sourires forcés face, voilà, au contexte actuel, ta. Et frère, c'est le seul élément qu'il a voulu politique dans son défilé. Moi, pour moi, ça sonne un peu comme une forme de discrédit, c'est-à-dire, ah bah vous voyez, il y a quand même un truc qui répond au contexte politique what the fuck actuel, donc voilà, j'ai fait ma part du job. Ça ne veut rien dire, enfin je veux dire, ça ne suffit pas comme commentaire, c'est complètement incompréhensible. Coudre la bouche d'une femme, de même que de recouvrir totalement son visage, ça veut dire quelque chose, quoi. Je veux dire, c'est pas... c'est un geste fort. Nicolas Di Felice, chez Courrèges, quand il fait ça, comment est-ce que c'est possible pour lui de voir que ce n'est pas problématique de montrer les cuisses des femmes sans leur montrer leur visage, quoi. C'est très bizarre, je trouve qu'il y a quelque chose de complètement déconnecté de la réalité, en fait, de la réalité corporelle, de ce que c'est que d'être une femme. J'ai l'impression, encore une fois, et c'est une critique que je fais souvent, que ces créateurs considèrent le corps féminin comme étant une toile blanche, vierge, qu'ils peuvent faire leur, sur laquelle ils peuvent peindre et mettre toutes leurs idées les plus extravagantes les unes que les autres, mais ça marche pas comme ça, la mode. C'est pour ça que je trouve que considérer la mode comme un simple art, c'est très dangereux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser à des vêtements qui ne sont pas saillants, qui ne mettent pas en valeur le corps des femmes. Justement, la mode, ça ne se définit pas que par ce qui est portable ou ce qui rend jolie une nana, quoi. Ça serait bien chiant et on serait bien chier. Et d'ailleurs, Jonathan Anderson, pour son premier défilé chez Dior, il l'a vraiment bien réalisé. Il a repensé toutes les coupes Dior, les coupes intemporelles classiques, le tailleur bar, etc. Et il a complètement réimaginé ces coupes-là. Il a une approche vraiment pour moi formelle à la mode, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la coupe, à la structure du vêtement, à la silhouette, plus qu'au storytelling. Et ça se dissocie d'une approche plus narrative de la mode que par exemple Mathieu Blasi a eu pour Chanel, avec un set design de fou, avec un travail sur la BO exceptionnel. On va raconter une histoire. Chanel, je vais pas rentrer plus dans le détail parce que j'ai été bookée en freelance pour bosser sur ce défilé, donc je ne serai pas du tout objective si j'en parle. En tout cas, moi, j'ai quand même beaucoup apprécié cette collection de Mathieu Blasi. Dior, il s'est vraiment intéressé à l'architecture du vêtement et au code de Dior, qu'il a complètement restructuré. Et il y a des choses qui semblent pas très portables dans ce qu'il a proposé. Moi, ça m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis qu'il ne faut pas penser le corps des femmes comme étant une toile blanche, comme étant quelque chose qui n'a pas de matérialité, qui n'a pas de chair, vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser, quoi, qu'on ne peut pas faire des choses qui changent, des choses qui déstructurent la silhouette, des choses qui ne mettent pas en avant les femmes, comme ce qu'a fait Jonathan chez Dior. Mais Jonathan, ce qu'il a fait chez Dior, ça ne déshumanise pas ces mannequins pour autant. Bon, elles sont quand même trop maigres, mais ça ne les déshumanise pas, quoi. Alors que Nicolas Di Felice chez Courrèges, c'est déshumanisant, et en plus, c'est une collection que j'ai trouvée très pauvre, personnellement. Mugler, n'en parlons pas, c'était le premier défilé de Miguel Castro Freitas pour la marque.
Mais what the fuck? Alors il a été accusé de porter une vision vraiment rétrograde de la femme, et je suis assez d'accord, hein. C'est quoi ce vestiaire? Qui a envie de porter ça? Ça n'est pas très actuel, ça ne me semble pas très contemporain, je trouve ça même assez glauque. Le cas Prada, moi je suis fan de Miuccia Prada, je l'adore, c'est une créatrice très intellectuelle qui aborde ses défilés avec l'aide de beaucoup de concepts, de philosophie, de sociologie, de théorie politique, etc. Elle-même a fait un doctorat en théorie politique. Mais là, ça nous montre vraiment les limites du concept dans la mode. Et pourtant, cette critique vient de la part d'une meuf, moi, fan de concept. Mais là, ça n'est pas possible. Elle est partie du tablier. Tout son décor évoque une cantine d'usine. La personne qui ouvre son défilé, c'est Sandra Hüller. La première partie, c'est vraiment plutôt les tabliers des ouvrières d'usine, comme pour un petit peu célébrer ce que la mode doit à ces ouvrières d'usine, en fait, leurs compétences manuelles, mais aussi leur travail à la chaîne, etc. Ensuite, le tablier se métamorphose pour devenir le tablier de la bonne ménagère, le tablier du personnel ménager, du travail domestique, de toutes ces travailleuses anonymes, les mères, les grands-mères, etc. C'est vrai que c'est un objet très très intéressant, le tablier, parce que c'est un objet qui referme la mémoire transgénérationnelle des femmes. Donc ça pouvait dire quelque chose de très beau sur les générations, sur un objet très ambigu, très clivant dans l'histoire des femmes. Malheureusement, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout parce que Miuccia Prada en fait une interprétation beaucoup trop littérale. Elle ne le réinvente pas du tout, ce tablier. Elle n'en fait pas quelque chose de mode. Elle le fout sur des silhouettes, quoi. Moi, ça me titille énormément. J'ai l'impression que c'est presque une mascarade. Quelle femme peut vouloir porter ça, quoi? À part, à la limite, une très grande bourgeoise qui n'a jamais eu à le revêtir elle-même, ou qui n'a jamais eu une grand-mère qui a été bonne à tout faire pour les familles parisiennes du 16e arrondissement, comme ça a été le cas pour la mienne peut-être, je ne sais pas. Et encore, je ne suis pas persuadée que les grandes bourgeoises, et que les femmes très riches, aient envie de porter ce tablier, quoi. Surtout que Miuccia Prada, connaissant la classe sociale d'où elle vient, elle y connaît pas grand-chose finalement à cet endroit-là. C'est vraiment problématique et ça ne me plaît pas du tout. En tous les cas, on constate quand même lors de cette Fashion Week une tendance générale. Les défilés évitent la politique, ou du moins l'effleurent sans la creuser vraiment, sans produire vraiment de discours critiques sur l'état du monde actuel. Ce qui pour moi est complètement problématique parce que tout l'intérêt de la mode, c'est justement d'être en phase avec la société et même de la capter en fait. C'est ça ce qui est intéressant dans la mode, c'est de dire bah c'est quoi en fait les inquiétudes, les angoisses, les grandes joies de la société au moment T où on le vit. Sauf que la majorité des défilés restent dans l'esthétisation du propos et ne produisent pas vraiment de discours. C'est vrai que toutes les Fashion Week n'ont pas à le faire, mais celle-là quand même est ancrée en septembre 2025 dans un contexte politique très particulier, surtout en France, mais en réalité dans tout le monde entier. En France, il y a combien? Il y a 5 millions, je crois, de Français qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Les étudiants n'arrivent plus à faire les courses. On vit des génocides, on n'a plus de gouvernement, on vit une crise quand même sans précédent, personne n'a de thunes. Euh, je sais pas. C'est quand même un moment très particulier, quoi. Enfin, c'est pas la Fashion Week un peu random, quoi. Et non, il y a toute une veine de créateurs et de créatrices qui veulent guérir le monde par le beau. Ce qui est très noble, ce qui est nécessaire aussi parce que ça fait du bien. Et la mode est nécessaire pour panser nos plaies et pour nous offrir un refuge et pour injecter du beau dans le quotidien. C'est quelque chose qui est très important, certes. En réalité, Balenciaga, ce qu'a fait Pier Paolo Piccioli pour son premier défilé Balenciaga, c'est exactement pareil. Il y a des très très belles silhouettes qui pansent l'âme parce que c'est un beau simple. C'est des robes dont on rêve depuis l'enfance quelque part, qui sont douces au regard. Une beauté très simple, réparatrice, et c'est nécessaire. Mais c'est complètement en dehors de tout, en dehors de son époque
Le premier défilé de Louis Trotter pour Bottega Veneta, je trouve que c'est à peu près pareil. Franchement, moi, je porte tout. Si tu me donnes la thune, t'inquiète, je mets tout. J'ai trouvé ça très beau. Il y a des très très beaux costumes qui m'ont beaucoup plu, avec des proportions assez étonnantes, sans qu'elles soient grotesques pour autant. Il y a tout un travail autour du savoir-faire. Évidemment, on est chez Bottega Veneta, avec les cuirs intrecciato, mais aussi ces hauts en genre de plumes ou de poils que j'ai trouvé très 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 beau. Mais quand même, je trouve que ça raconte pas non plus grand-chose. C'est quand même souvent des défilés un peu, un peu génériques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très beau, mais ça aurait pu être présenté il y a 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour moi, ça perd en force et ça perd en pertinence. Alors il y en a qui ont essayé de dire, de dénoncer quelque chose, d'être politique. Ça a été le cas de Misha Prada, ça a été un énorme fail, mais ça a aussi été quelque part le cas de Duran Lantink pour Jean-Paul Gaultier. C'est le nouveau directeur artistique de la marque Jean-Paul Gaultier qui, depuis quelques années, fonctionnait, vous savez, avec des créateurs invités pour chacun des défilés. Et maintenant, ça y est, c'est Duran Lantink qui fera toutes les show. Duran Lantink, moi je suis méga partagée sur ce qu'il a fait sur ce défilé parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il est parti des lieux communs de ce qu'est Jean-Paul Gaultier, de ses propres souvenirs de ce qu'est Jean-Paul Gaultier, qui est une marque quand même très identifiable. Et donc il y a forcément une qualité un peu caricaturale, voire un peu grotesque, parce qu'il n'a pas du tout consulté les archives de la maison. Ce qui est très choquant pour un certain nombre de critiques de mode, de théoriciens de la mode, qui sont très attachés à leurs archives. Moi, je trouve que ce geste, il est plutôt intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'il va proposer un travail plutôt sur l'imaginaire collectif plutôt que sur le travail d'archives, la mémoire, etc. Ça me plaît. C'est assez courageux, ça me plaît. Ça n'a pas forcément été très bien exécuté, mais l'idée était assez étonnante. Ce qui est intéressant dans ce défilé, c'est qu'il a montré des nouvelles parties du corps. C'est aussi quelque chose qui a été beaucoup critiqué, c'est que il a beaucoup montré les parties génitales, mais pas que en réalité. Notamment cette robe à pois que je trouve assez étonnante, où bah du coup la chair et toute cette partie du ventre qu'on montre assez peu en mode, ça devient comme quelque part complémentaire au tissu. Ça crée un effet assez intéressant. Bon, voilà, ça s'essouffle assez vite parce qu'en réalité, il n'y a pas tant d'idées dans ce défilé et ça tourne vite en rond. En plus, la facture n'est pas très bonne, c'est quand même pas très bien fait, pas très bien réalisé. Mais cela dit, je trouve que, est-ce que la facture était meilleure quand Vivienne Westwood a présenté son premier défilé pirate où tous les looks ressemblaient à des costumes? Est-ce que la facture était meilleure quand Thierry Mugler est arrivé sur le devant de la scène avec, pareil, un défilé qui ressemblait à un spectacle circassien et que Pierre Berger, qui était directeur de la chambre syndicale à l'époque, n'a pas voulu le faire entrer dans la chambre syndicale parce qu'il n'était pas un couturier selon lui? Il faut faire très attention à la manière dont on critique ces défilés-là. On peut très vite se renfermer dans des idéaux très très ploucs et élitistes et conservateurs de ce que devrait être la mode. Ce que j'ai oublié de dire et que j'ajoute au montage, c'est juste que, en fait, Vivienne Westwood, sa collection pirate était sa première et Mugler pareil. Ils avaient donc très très peu de moyens financiers. Ils pouvaient pas vraiment dépenser beaucoup d'argent dans des beaux tissus, dans les finitions, etc., etc. Ce qui explique peut-être une moins bonne facture à leur début, alors que Duran Lantink, déjà il est couturier depuis quelques années et surtout il a toutes les équipes Jean-Paul Gaultier à ses côtés, donc je pense qu'en termes de précision technique, etc., il devrait être servi. Donc j'auto-annule mon argument, même si j'avais quand même envie de vous le faire entendre. Ce qui est problématique pour moi dans ce défilé, c'est vraiment ce qu'a déclaré Duran Lantink en backstage. Hein. Il a dit « Je ne veux pas m'engager dans la politique car c'est dangereux de nos jours ». Non seulement ça n'est pas dangereux, t'inquiète, il va rien t'arriver, c'est vraiment une phrase à chier, mais en plus, quand tu as quand même le culot de présenter de telles silhouettes, c'est que tu as voulu faire de la provoque, c'est que tu as voulu quelque chose quand même de disruptif. Et si tu dis que c'est pas politique, bah ça veut dire que c'est de la provoque pour de la provoque, donc ça ne veut rien dire, donc c'est nul en fait. Toutefois, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on voit à quel point cette collection a été rejetée par les gens du milieu, ça nous montre quand même encore la rigidité de ce système de mode. La mode aime les gestes subversifs, elle aime les gens qui se rebellent,
mais attention en surface, pas trop. Alessandro Michele, pour Valentino, pour sa première collecte, il a fait quelque chose d'assez politique, c'est-à-dire qu'en ouverture du défilé, il y a Pamela Anderson qui a lu un texte de Pasolini, qu'il a écrit en 1941 alors qu'il était encore étudiant, dans lequel il parle en fait des rares moments de joie fugaces qui ont pu le traverser pendant toute cette période de guerre qui a été très dure, très rude. Et en fait, Alessandro Michele, il dit que ces rares moments de joie dont parle Pasolini, c'est ceux à il faut s'y accrocher en fait, dur comme fer, que c'est une question de survie. C'est ça qui va nous permettre de survivre à l'obscurantisme du fascisme au pouvoir. L'obscurité du fascisme au pouvoir, c'est vraiment les mots de Alessandro Michele, et en vrai, on peut vraiment le critiquer à plein d'égards, Alessandro Michele, mais je trouve qu'au moins c'est le seul à avoir utilisé ce mot. Alors après, le seul truc où ça me fait bizarre, c'est que c'est un vestiaire. Moi, j'ai adoré la collecte. Il y a plein de choses que j'aime. C'est une mode vraiment maximaliste que moi j'apprécie. Le seul truc, c'est que ça fait très vite, quand même, sur ces corps très minces, avec quand même beaucoup des talons hauts, des jupes crayons, etc. Il y a quand même, je trouve, un côté un peu très embourgeoisé. Et du coup, quand on cite du Pasolini et qu'on parle de la montée du fascisme, etc., il y a un espèce de décalage entre ce style très embourgeoisé et ce que veut dénoncer Michele, qui fait que ça marche un peu moyen pour moi, mais j'ai quand même apprécié le défilé. Sarah Burton, une des seules femmes à présenter une collecte, elle a fait sa deuxième collection pour Givenchy et elle dit qu'elle a voulu explorer la force des femmes par le prisme des archétypes féminins. Je trouve que c'est super intéressant. Pour moi, c'est hyper intéressant. En gros, elle dit, j'avais envie de parler de ces objets, justement, qui sont hyper ambigus. Bon, elle n'a pas utilisé le tablier comme Miuccia Prada, mais elle parle des talons hauts, des mules un peu kitten heels, des bodys. Il y a même le visage de Marilyn Monroe qui est imprimé sur un long manteau un petit peu abstrait. Il y a un look d'ailleurs qui ressemble beaucoup au look d'ouverture de Mathieu Blasi pour Chanel. J'adore Sarah Burton, j'aime son travail, je trouve que c'est quand même toujours très actuel, mais c'est toujours fait avec une forme de subtilité que je trouve noble, mais qui veut évidemment dire que ça va pas faire la une des journaux, quoi. Malheureusement. Voilà grosso modo mon bilan de cette Fashion Week. Ce qu'on peut vraiment en retenir, c'est que les discours sur la mode ont changé, mais la mode n'a pas tant changé que ça. Le système n'a pas tant changé. C'est une Fashion Week qui a eu quoi? Il y a eu 74 défilés. C'est toujours les mêmes gens qui sont invités. Les interviews des VIP sont toujours les mêmes. Euh, Elle n'a pas tant révolutionné la manière dont on aborde la mode. Vraiment, calmons-nous avec ce jeu des superlatifs et restons concentrés sur les vêtements. Et puis on verra ce que nous dit la prochaine, ma foi. En tout cas, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé en commentaire. Tout ça, c'est mon point de vue, c'est mon expérience, c'est ma vision comme d'habitude. Tout est critiquable. Et on se retrouve très vite sur TikTok, Insta et YouTube. Très très vite sur YouTube. Peut-être même la semaine prochaine pour une vidéo qui sort de l'ordinaire. Allez, ciao!